J'ai l'impression que de dire que tous les problèmes sont liés essentiellement au CO2 d'origine humaine était un raccourci presque quelque part criminel, parce que c'est pas comme ça qu'en fait qu'est conduite la science. Hein. On voit qu'il y a un réchauffement, mais cette histoire de consensus est une construction. Hein. Et en science, on ne légitime pas les prises de position par des consensus. Le consensus, c'est le domaine de la politique. D'ailleurs, les grandes avancées humaines du côté de la science ont été faites toujours contre des consensus. La science ne fonctionne pas avec une doxa. Ce n'est pas une religion. Les rapports du GIEC, tout le monde a envie d'y adhérer. Ça construit des carrières, ça donne des trajectoires de recherche. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Pour vous donner un ordre d'idée, au sein de Scénario MIP, il y a Scénario MIP, finance climatique. Alors, finance climatique. Et quand il y a des forums autour des CMIP, autour des modèles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est sponsorisé par des sociétés qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des mauvaises nouvelles du côté du climat. Il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs, excusez-moi, mais aucun des rapports du GIEC, je parle des rapports des WG1, c'est-à-dire de ceux des Working Group 1, ceux qui s'occupent des bases physiques. Vous trouverez le mot urgence, dérèglement, crise. Il est nulle part question de cela. Une radio comme Radio France a carrément dit qu'il n'inviterait plus de climato-sceptiques. Alors d'abord, lesquels? Lesquels? Qu'est-ce que ça veut dire, climato-sceptique? Et c'est quoi du journalisme qui évacue des voix qui sont dissonantes? Éric Verrecchia, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle brièvement à nos auditeurs que nous avons réalisé une première masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec le journaliste Pierre Laurin. Et vous pouvez la commander sur notre site internet en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail. Voilà. Alors maintenant, professeur Verrecchia, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Alors donc, je m'appelle Éric Verrecchia, je suis professeur émérite de biogéochimie à l'Université de Lausanne. Alors, qu'est-ce que la biogéochimie? La biogéochimie, c'est la discipline qui s'occupe d'explorer en fait les relations des éléments dans la nature entre le monde vivant, le monde minéral, entre évidemment l'eau, l'atmosphère, donc tout ce qui est les grands cycles. Hein. Le cycle du carbone, c'est le cycle maître, ça fait partie donc de la recherche dans le domaine de la biogéochimie. De formation, j'ai une formation à la fois de géologue, de géographe physicien et de géochimiste. Et sinon, je suis plutôt porté sur tout ce qui est le domaine du carbone. C'est le carbone qui a été le fil rouge, en quelque sorte, de toute ma carrière. Et donc vous êtes intéressé effectivement au climat dans le cadre de votre travail, de vos recherches? Exactement, puisqu'on parle beaucoup de carbone, on parle beaucoup de CO2. Le carbone, évidemment, on le retrouve dans le dioxyde de carbone, dans le gaz. Et tout cela est mêlé. Hein, et c'est bien, ça a été un thème pour moi qui a été central durant toute ma carrière, quasiment. Ouais. Alors on en reparlera, comme on reparlera du climat et de tous ces sujets-là autour de cette thématique. Mais pour commencer, question obligatoire, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts avec l'industrie des énergies fossiles? Alors c'est une très bonne question, vous avez raison de la poser. Alors j'ai pas de conflit d'intérêts durant ma carrière, il faut être honnête, j'ai été financé depuis 1987 uniquement sur les fonds publics. Et puis, à la fin de ma carrière, pendant 2 ans, de 2021 à 2022, j'ai été financé pour travailler sur les puits de carbone dans les forêts tropicales, dans les sols tropicaux en particulier, dans le cadre de ce qu'on appelait les solution-based, donc les carbon solutions-based, c'est-à-dire en fait tout ce qui est nature solutions-based, c'est les solutions à base naturelle, d'accord, pour stocker du carbone. Et la compagnie qui finançait cette recherche, c'était Total Energy. Et donc ça n'avait rien à voir avec des forages pétroliers ou avec non, les hydrocarbures à proprement parler? Non. Bon, maintenant, les compagnies pétrolières s'intéressent bien évidemment à essayer de trouver des puits de carbone pour pouvoir essayer de compenser en fait les émissions qu'elles font. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, là, l'objectif était
très clairement d'essayer de trouver des puits de carbone qui soient des puits de carbone durables et basés sur des solutions naturelles. Et donc aujourd'hui, vous travaillez encore pour Total Energy ou c'est terminé? Non, non, absolument pas, c'est totalement terminé. Là, j'essaye petit à petit quand même de me mettre plutôt dans des recherches personnelles. C'est-à-dire que j'ai quitté donc le domaine de l'enseignement et de la recherche universitaire pour être simplement un chercheur libre. Et alors vous avez effectivement développé une réflexion qui remet en cause les idées généralement admises dans le cadre des réflexions sur l'évolution du climat. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à cela? Alors, j'aimerais quand même dire une chose, c'est que j'ai reçu beaucoup de finances justement pour travailler sur ces problèmes de réchauffement climatique et de cycle du carbone associés au réchauffement climatique. Et donc je croyais, je vais dire, et c'est bien le mot croire, je croyais que effectivement le réchauffement que nous vivions était, faible réchauffement tout de même, était lié aux émissions d'énergie fossile et donc aux émissions de CO2. Et par conséquent, j'étais dans la doxa, c'est-à-dire qu'en gros, je suivais, mais il faut être honnête, je n'avais pas été fouillé véritablement. J'écoutais mes collègues. Mes collègues me disaient, bah tiens, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il se passe ça, visiblement, il y a une relation entre les émissions de CO2 et l'augmentation des températures. Et puis en 2015, je suis tombé sur un blog qui était tenu par des gens absolument brillants. Et j'ai commencé à lire des choses qui n'étaient pas tout à fait dans la doxa. J'étais étonné, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et puis j'ai fouillé un petit peu ce qu'il disait. C'était quel blog? Alors en fait, c'était le travail de McKittrick, qui est canadien. Et donc il s'intéressait justement au problème des températures planétaires. Et donc j'ai commencé à fouiller, regarder un petit peu, j'ai découvert Judith Curry, j'ai découvert bien évidemment Richard Lenzon, et tout un tas de personnes qui étaient loin d'être des débutants dans le domaine, c'était vraiment des stars. Judith Curry et Richard Lenzon ont appartenu au GIEC à ses débuts. Et donc je commençais à avoir quelques doutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis dit, en tant que scientifique, il y a une chose qu'il faut toujours faire, c'est si vous vous posez des questions, il faut fouiller. Et donc j'ai essayé d'aller chercher des données, regarder des choses, commencer à me poser des questions, et finalement le doute s'est installé, et s'est installé durablement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de dire que tous les problèmes sont liés essentiellement au CO2 d'origine humaine était un raccourci presque quelque part criminel, parce que c'est pas comme ça qu'en fait qu'est conduite la science. Parce qu'on entend effectivement souvent aujourd'hui qu'il y a un large consensus dans la communauté scientifique autour du réchauffement climatique. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que... Alors là, il faut faire attention, parce que le consensus de quoi? Parce que le réchauffement climatique, il peut être décliné de la façon suivante. Le réchauffement climatique, ça peut être le réchauffement climatique à 100% d'origine naturelle. Ça peut être un réchauffement climatique qui est en grande partie d'origine naturelle et partiellement d'origine humaine. Et puis ça peut être un réchauffement climatique qui est associé à 100% aux activités humaines. Donc vous voyez qu'on a un gradient qui est assez important sur ce qu'on appelle réchauffement climatique. Lorsque les gens vous vendent le consensus, ils vous vendent le consensus sur le réchauffement climatique d'origine humaine. Et là, non, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. On voit qu'il y a un réchauffement, mais cette histoire de consensus est une construction. C'est une construction qui vient d'ailleurs des disciplines humaines, bien souvent, et non pas du côté des sciences. Et cette histoire de consensus sert en fait à légitimer une prise de position. Mais en science, on ne légitime pas les prises de position par des consensus. Le consensus, c'est le domaine de la politique. En science, normalement, ce que vous faites, c'est que vous faites des hypothèses, vous les testez, vous regardez si ça tient la route, vous faites des expériences, et puis si les expériences contredisent, mais on fait pas de consensus. D'ailleurs, les grandes avancées humaines du côté de la science ont été faites toujours contre des consensus. Ce que vous dites quand même, c'est que finalement, sur la question du réchauffement, il y a des gens qui sont, enfin, une grande majorité de scientifiques pensent qu'il y a un réchauffement, pas d'origine humaine peut-être, mais qu'il y a un réchauffement. Alors oui, je pense que là, il faut être clair là-dessus. Il y a un léger réchauffement qui se met en place. On parle de 1,2 degré depuis 1880. Ce réchauffement, on le mesure
si vous voulez, plus ou moins bien, on pourrait en parler, parce qu'il y a toujours des marges d'erreur. C'est étonnant comme quoi les incertitudes ne sont jamais données, hein. Mais quelque part, bien sûr, il y a ce réchauffement. Ce réchauffement fait suite, évidemment, à la fin du petit âge glaciaire, alors que certaines personnes n'appellent pas la fin du petit âge glaciaire, mais appellent la période pré-industrielle, pour parler ensuite de l'industrie, qui serait donc la cause de ce réchauffement. Vous voyez que déjà, dans le titre même, on a déjà le coupable. Donc, c'est vrai que du côté du réchauffement, il y a quand même actuellement... En fait, c'est très simple. Les gens prennent des courbes, regardent ce qu'il en est, on extrait le signal, et quand on extrait le signal, on voit qu'on a une légère remontée des températures moyennes. Maintenant, qu'est-ce que veut dire une température moyenne? Ça, c'est un autre débat. Et quelles sont les causes alors de ce réchauffement tel qu'on le voit? Alors ça, c'est la question, je vous disais tout à l'heure, à 1700 milliards de dollars par an. Quelles sont les causes? Si on était absolument sûr que ce soit le CO2, on dirait le CO2. Mais il y a beaucoup de questions. Donc les causes, elles peuvent être multiples. En tout cas, ce que l'on observe, c'est quand même, quand on regarde les températures, il faut faire attention aussi au rôle naturel, c'est-à-dire qu'il y a des variations naturelles. Hein, il existe des variations naturelles. Ces variations naturelles, on les mesure, nous, en tant que géologues, et on voit bien qu'il n'est pas totalement impossible que nous soyons dans un rebond thermique post, on va dire, petit âge glaciaire. Mais je peux vous raconter une anecdote sur les histoires de température. Avec deux collègues et un étudiant assez brillant, on a travaillé sur un âge particulier de l'histoire de la Terre qui s'appelle le Lutétien. Le Lutétien a 45 millions d'années. On a travaillé sur des coquilles. Mais c'est des coquilles que vous ne pouvez pas rencontrer dans la nature. On les appelle Campanile giganteum. Pourquoi giganteum? Parce que c'est des coquilles qui ont cette taille-là. Elles sont énormes. Et donc ce sont des espèces d'escargots enroulés, comme ça. Et ce sont des gastéropodes. Et ces gastéropodes peuvent avoir un déroulé de 3 mètres. Et donc, quand vous prenez quand vous faites des sondages très, très rapprochés et que vous examinez le minéral, vous pouvez en déduire la température, d'accord, dans laquelle ce coquillage s'est développé. Et là, les températures ont varié, donc on voit très bien les variations. Les coquillages pour les plus anciens, avaient une dizaine d'années. Les coquilles donc, ont des températures qui ont varié entre 18 et 29 degrés. Avec ça, vous pouvez déduire aussi quelle était la température de l'atmosphère. L'atmosphère, donc, variait en gros entre 21 et 30, 32 degrés dans ces eaux-là. D'accord ? Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ces énormes coquillages étaient associés à une biodiversité absolument folle. Il y en avait partout sur les sites de fouilles. Donc il y a 45 millions, quoi. Il y a 45 millions d'années, il y en avait partout. Et donc, un pic de biodiversité qui est connu, qu'on appelle le pic de biodiversité du Lutétien. C'était sur des plages qui étaient sur l'est du bassin de Paris, de la région parisienne. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut mesurer aussi, par les isotopes du bord et par certains isotopes sur la matière organique, quelle était la pression partielle de CO2, c'est-à-dire combien il y avait de CO2 dans l'air. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est à 426 ppm. Alors, il faut peut-être expliquer, ppm, c'est parti par million, c'est-à-dire ça fait 0,0426%. D'accord ? À l'époque, on était entre 900 et 1300 ppm. Mieux que ça, il n'y avait pas du tout de glace au pôle. Aujourd'hui, nous avons de la glace au pôle, parce qu'il ne faut pas l'oublier que nous sommes dans une période encore qui est glaciaire. Nous sommes dans un interglaciaire. Si on est dans un interglaciaire, ça veut dire qu'évidemment, il y a encore un peu de glace qui reste. Eh bien, comme vous le voyez, 900, 1300 ppm, biodiversité, pas d'océan qui bouille, comme le dit le directeur de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, pardon. Pas d'océan acide, sinon on n'aurait pas des coquilles de carbonate de calcium, etc., etc. Donc vous voyez, les géologues ont un regard un peu plus distancié par rapport à cette vision de panique généralisée. Ce que vous voulez dire, c'est que le climat en fait fait des cycles et que... Alors,
Bien sûr, on a des cycles. Alors, il y a des cycles qui sont liés à des tas de phénomènes, hein. On a les cycles solaires qui vont jouer un rôle extrêmement important. À des échelles plus importantes, je veux dire par là, à des échelles de longueur, de temps, on a les cycles de Milankovitch. Et puis, on a d'autres types de cycles qui sont en général des cycles plus locaux, hein. Ça peut être lié à des mouvements tectoniques, ça peut être lié à des tas de choses. Donc, c'est une machine complexe. Le truc, c'est que la Terre est une machine complexe et le système de la géobiosphère associé à l'atmosphère et l'hydrosphère constitue probablement l'objet d'étude le plus compliqué qui existe avec le cerveau humain, probablement. Donc l'un des arguments qu'on entend souvent quand même dans les médias, dans les milieux politiques, c'est que le réchauffement est rapide en fait. C'est que depuis 1850, il y a vraiment une accélération de ce réchauffement et que ça a des changements quand même importants sur la biosphère qui n'arrivent pas à s'adapter suffisamment vite. C'est-à-dire qu'à terme, elle arrivera à s'adapter, mais là, dans une période courte, elle n'y arrive pas. Que dites-vous de ça ? Alors, je dirais qu'il faut être modeste. Nous n'avons pas suffisamment de recul sur des échelles de temps aussi courtes pour savoir s'il est question d'une rapidité ou pas. Ça, il faut avoir conscience de ça, c'est qu'il y a des ordres de grandeur dans la vie, hein, et dans les choses. Maintenant, voyons les choses en face, 99,9% des espèces qui ont vu le jour sur cette planète ont disparu. L'homme y était pour rien. La nature est probablement le plus gros extincteur de vie de l'histoire de cette planète. Donc, il y a des adaptations qui vont se faire. S'il y a quelques espèces qui disparaissent, il y a quelques espèces qui disparaissent. Il y en a d'autres qui vont apparaître, d'autres qui vont s'adapter. Le problème, c'est que les gens qui racontent ce genre de choses ont une vue totalement fixiste de la nature. La nature n'est pas fixe, elle est malléable, elle s'adapte, elle change. Vous savez, il y a un excellent chercheur qui s'appelle Christian Lévesque, qui a écrit un livre très récent qui s'appelle, je crois, le double visage de la nature, ou quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, il dit la nature n'est pas un jardin d'Éden. Et c'est clair, c'est pas un jardin d'Éden. Donc, et pour moi, je crois qu'il faut cesser un petit peu de s'imaginer que tout doit être fixe, les choses sont mobiles. Et puis, il y a un autre problème, c'est quand vous parlez de biodiversité, vous parlez de laquelle ? Vous parlez de la biodiversité des mammifères, des insectes, en général. À quelle échelle vous vous arrêtez ? Parce que, fondamentalement, nous sommes des épiphénomènes par rapport au monde des bactéries. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, il faut qu'ils prennent conscience de où est la biodiversité et de où est le rôle de cette biodiversité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a un remarquable paléontologue qui s'appelait Stephen Jay Gould, qui a décrit ça dans un livre qui s'appelait « L'éventail du vivant », où il disait « on est sur le mode de la bactérie ». Qu'est-ce que ça veut dire, le mode ? Quand vous regardez, quand vous faites ce qu'on appelle une courbe de fréquence, c'est-à-dire que vous mettez ici le nombre d'individus, et puis vous mettrez ici les types d'individus. Eh bien, ici, vous avez les virus, ici, vous avez les baleines, on va dire, donc les gros mammifères. Et ça fait ça. Nous, on est là. C'est tout petit. Le mode, il est là. Il va en gros autour des bactéries et du monde fongique. Et cette planète, elle est gérée essentiellement dans tous ces grands cycles. Je vous ai parlé du cycle du carbone, mais dans le cycle de l'azote, le cycle du fer, le cycle du calcium, est essentiellement gérée par les micro-organismes. Nous sommes les hôtes, en fait, d'un énorme microbiome. C'est là qu'est la biodiversité et c'est là qu'est l'enjeu. Ça rejoint un peu l'hypothèse Gaïa, par exemple. Alors, je vais être franc avec vous. Moi, je suis un fan total des travaux de Lovelock, qui est donc la personne qui est à l'origine de la théorie Gaïa. Il est clair que les grands cycles de la matière sont gérés essentiellement par les micro-organismes, et les micro-organismes prolifèrent parce qu'il y a aussi les cycles géologiques. Donc on a une interaction, c'est pour ça que je parle toujours de géobiosphère, parce qu'en ce qui concerne la surface, nous sommes vraiment dans un domaine où les deux sont constamment en interaction, et nous sommes en quelque sorte un petit peu les épiphénomènes. Et pourtant, on a quand même une réelle action sur notre environnement, en particulier depuis la révolution industrielle. Alors, nous avons une action sur notre environnement, en particulier en changeant les occupations des terres, en multipliant les villes.
le tissu urbain a explosé, ça a une influence. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'est le rôle de l'homme dans les problèmes de climat. Ça pourrait être très bien par le fait qu'on change, vous connaissez peut-être le terme, l'albédo, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui repart vers l'espace, en modifiant un petit peu l'allure de la Terre. Et par conséquent, je crois qu'effectivement, nous avons, nous, un rôle sur ces modifications, mais ces modifications, je vous assure, ne sont pas pérennes. Et si jamais il devait arriver une catastrophe à l'espèce humaine, la nature reprendrait ses droits extrêmement rapidement. On l'a vu pendant la crise Covid, hein, quand on a vu les sangliers arriver en ville, on a vu tout ça. Donc, c'est clair qu'il faut être humble. Et je crois que quand je dis il faut être humble, j'aimerais qu'on revienne à la racine du mot. Humble, humanité, humus, humilité, tout ça, c'est la même racine. Et on perd avec ces histoires de climat, nous les grands balèzes, on est en train de changer le climat de la Terre, on perd un peu notre humilité. Il faudrait avoir un petit peu de recul et puis peut-être se dire, ok, quel est notre rôle réellement, comment est-ce qu'on peut l'aborder et comment on peut le mesurer. Et ça, c'est pas une mince affaire. Oui, c'est ça, c'est que concrètement, ce que vous disiez par exemple sur le réchauffement climatique, c'est qu'on ne sait pas concrètement d'où ça vient, quoi. Même si on le constate. C'est compliqué, on le constate. Maintenant, je suis désolé, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je ne suis pas un fanatique des modèles. Hein. Un modèle, c'est quelque chose, je l'ai pratiqué, hein, j'ai même publié récemment aussi sur des modèles pour les stockages de carbone. Un modèle, c'est un outil. C'est un outil qui nous sert à essayer de comprendre quelque chose. Donc les modèles statistiques. Les modèles statistiques, ce sont, même les modèles physiques, ce ne sont ni des outils de prédiction, ni des outils de prévision. Donc, en l'occurrence, il faut essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière ce réchauffement. Et là, il y a énormément de facteurs. Et c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple. Voilà. Vous parlez d'être humble par rapport au phénomène climatique. Est-ce qu'il ne faut pas être humble aussi par rapport au GIEC? On entend toujours que le GIEC, c'est l'ensemble de la communauté scientifique qui est incontestable, etc. Est-ce que vous manquez pas d'humilité par rapport au GIEC? Alors, bien sûr, le GIEC, ce n'est pas l'ensemble de la communauté climatique. Hein. Bien entendu, des gens qui travaillent sur le climat, certainement pas. Le problème du GIEC, on peut peut-être en parler maintenant, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à des conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce que c'est, déjà peut-être pour commencer, qu'est-ce que le GIEC? Et puis, concrètement, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler, mais c'est quoi, concrètement? Alors, le GIEC, ce qui veut dire le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, est une émanation de l'ONU qui a regroupé, en fait, à partir de l'OMM, donc l'Organisation mondiale de météorologie, et le PNU, donc le Programme des Nations Unies sur l'environnement, a décidé de mettre en place une structure qui pourrait étudier le climat, mais pas le climat, qui pourrait étudier le rôle de l'homme sur le climat. C'est important de revenir à la source, le rôle de l'homme. Le but du GIEC est de montrer que l'homme a un rôle. D'accord ? C'est bien ça. Alors après, c'est une structure, comme toutes les structures onusiennes ou de ce genre, c'est assez compliqué, il y a des tas de trucs qui se passent à l'intérieur. Mais ce qui est clair, c'est que à l'intérieur du GIEC, il n'y a pas que le GIEC et que les rapports. Il y a aussi d'autres structures. En particulier, il faut quand même dire qu'il y a une relation entre le GIEC et une structure qui s'appelle le CEMIP. Le CEMIP, c'est le projet d'intercomparaison des modèles donc, qui sont couplés. Et ces relations font que le CEMIP donne des scénarios, et donc trouve sa légitimité dans le fait qu'il va fournir des scénarios, et le GIEC donne la légitimité, reçoit sa légitimité du fait qu'il reçoit des scénarios d'un consortium de modélisateurs. Mais il y a un problème. Et ce problème a été soulevé de façon extrêmement courageuse par une professeure indienne, Tejal Kanikar, en avril 2003.
où elle a dit, mais attendez, le GIEC dit qu'il n'a pas de scénario, il ne fait qu'évaluer des scénarios. Et elle a démontré que ce n'était pas le cas. Et que c'était les mêmes groupes de personnes qui allaient élaborer, penser, prioriser les différents scénarios, étaient les mêmes dans les différentes structures qui sont derrière cette modélisation, et qui étaient aussi les rapporteurs principaux dans les chapitres des rapports du GIEC. Donc il y a un conflit d'intérêts là qui a été dénoncé. Elle a écrit une lettre donc d'ailleurs à Jim Skay, qui est le nouveau patron du GIEC, le nouveau directeur du GIEC. Et donc pour l'instant, à ma connaissance, il a dit qu'il allait faire quelque chose, mais je ne sais pas ce qui a été fait. En tout cas, c'est pas transparent. Mais il y a un problème de conflit d'intérêts. Pour vous résumer un peu la chose, le problème, c'est que vous comprenez, les rapports du GIEC, tout le monde a envie d'y adhérer. Ça construit des carrières, ça donne des trajectoires de recherche. Donc, quelque part, c'est extrêmement, on va dire, ça vous donne une certaine aura, c'est gratifiant de pouvoir avoir un article qui sera ensuite cité par le GIEC, ou même d'avoir son nom associé à un chapitre du rapport. Et donc là, on entre dans un problème un peu compliqué, parce que des structures comme le CEMIP, comme le scénario MIP, ou encore comme l'IAMC, sont les structures où on retrouve dans les comités de pilotage toujours les mêmes personnes. Qui ont des conflits d'intérêts. Qui ont des conflits d'intérêts. Pour vous donner un ordre d'idée, au sein de Scénario MIP, il y a Scénario MIP finance climatique. Alors, finance climatique. Et quand il y a des forums autour des CEMIP, autour des modèles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est sponsorisé par des sociétés qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des mauvaises nouvelles du côté du climat. Parce que c'est bon pour la finance. Parce que c'est bon pour la finance. Donc, ça pose un problème, parce que quelque part, ces relations qui ne sont pas tout à fait des relations saines font que ça peut porter préjudice à la qualité de la science qui est produite, puisque quelque part, il n'y a pas véritablement d'audit. En gros, c'est un peu comme si je vous disais que les leaders d'une industrie vont donner les normes et les narratifs d'un produit, et puis ensuite ils vont dire commandez-nous ces produits-là. En fait, ce qu'on reproche à l'industrie des hydrocarbures pétrolières se passe aussi finalement au sein du GIEC pour les industries qui sont pour tout ce qui est durable, finance verte, etc. Tout à fait. Je pense que moi je disais toujours à mes étudiants, on passe du capitalisme noir, donc charbon-pétrole, au capitalisme vert. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne suis pas du tout économiste, mais c'est un peu l'impression en tant que citoyen que j'en ai. Et puis, l'autre chose, c'est que, encore une fois, si la professeure Kanitkar est montée au créneau, c'est qu'elle trouve qu'il n'y a pas du tout de diversité dans les personnes qui sont derrière, attention, le choix et des priorités. Le CEMIP 6 a donné quand même les bases. Les CEMIP donnent toutes les données standards qui vont présider à la recherche sur le climat. Ça donne le cadre, en fait, des recherches qui se font dans le rapport. Ça donne les données. Des données. Vous pouvez les télécharger. Donc, c'est les données qui résultent, en fait, des modèles. Donc, quelque part, c'est quand même problématique, et du coup, ça jette une certaine ombre, quand même, sur la validation des rapports du GIEC. Alors, il y a des bonnes choses dans les rapports, il ne faut vraiment pas tout jeter. Personnellement, je me situe dans les personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'urgence. D'ailleurs, excusez-moi, mais aucun des rapports du GIEC, je parle des rapports des WG1, c'est-à-dire de ceux des Working Group 1, ceux qui s'occupent des bases physiques. Vous trouverez le mot urgence, dérèglement, crise. Il est nulle part question de cela. Donc il n'y a pas d'alarmisme, en fait. Pas d'alarmisme, il n'y a pas d'alarmisme, il y a des données intéressantes qui nous permettent de réfléchir. Et puis on voit les évolutions. Par exemple, si on prend le Third Assessment Report, le TAR de 2001, le GIEC avait retenu un scénario sur 245, et ils avaient retenu celui qui donnait en 2100 une augmentation de température de 8 degrés, ce qui est complètement délirant.
Maintenant, on en est à 4 degrés pour les plus pessimistes. Et quand je dis les plus pessimistes, ce n'est pas forcément les plus pertinents ni probablement les plus crédibles. Donc ça évolue. Mais il ne faut pas jouer ni sur l'alarmisme, ni sur l'urgence, parce qu'on est en train de changer complètement nos sociétés pour répondre probablement à un problème qui n'existe pas. Donc c'est quand même très très difficile. Et puis pour prendre un exemple peut-être de ce que dit le rapport du GIEC ou les rapports, c'est les incendies de forêt. On en parle souvent en été. Le dernier rapport du GIEC par exemple révèle qu'ils sont globalement en baisse depuis 20 ans dans le monde, alors que chaque incendie est plutôt mis sur le dos de la crise climatique. Donc pourquoi y a-t-il de telles différences entre finalement le rapport et ce qu'on voit dans les médias? C'est une excellente question. Alors d'abord, le rapport que vous citez, c'est le WG1. Et dans le WG1, effectivement, il y a une ligne très claire qui explique qu'il y a une diminution de l'air brûlé par les satellites, mesurée précisément durant les 20 dernières années. Les bases de données, Copernicus, les bases de données canadiennes, les bases de données américaines, montrent effectivement toutes la même chose. Copernicus, c'est l'Europe, que effectivement les incendies de forêt sont en diminution. Ils sont en diminution, les aires brûlées. Il y a quelquefois des accidents, comme en statistique, ça peut arriver qu'il y ait tout d'un coup un phénomène, mais il est extrêmement dangereux de dire c'est le changement climatique. Le climat, c'est quelque chose qui est sur du long terme. Donc là, si on prend du long terme, puisque certaines données vont jusqu'à 1980, vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Donc déjà, de 1980 à aujourd'hui, on a plus de 40 ans, on voit que c'est l'inverse de ce qui est dit. Maintenant, où est-ce que les journalistes ont lu ça ? Ils ont lu ça dans le SPM, c'est-à-dire dans le Summary for Policymakers, c'est-à-dire le résumé qui fait 34 pages et qui en résume pratiquement 4000. Et là, effectivement, il y a des différences. Souvent, le SPM dit des choses qui ne sont pas dites ou qui sont tordues par rapport à ce qui est réellement donné dans le rapport, qui est le rapport scientifique du GIEC. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, ça ne donne pas vraiment le reflet de tout le travail qui a été fait par les collègues qui ont rédigé ce rapport. Et là, vous pensez qu'il y a manipulation dans ce Alors résumé ? Oui, parce que le SPM, c'est en gros, faut être honnête, le SPM, c'est un rapport politique. C'est un rapport politique, c'est des bureaucrates qui s'occupent un peu de faire ça. C'est pas du tout, il n'y a pas de scientifiques vraiment derrière, ou s'ils sont là, peut-être pour corriger quelques petites choses, mais... c'est les mêmes qui sont dans le CEMIT et ces groupes qui fournissent les données. Alors, ça c'est une bonne question, non, je crois pas. Pas pour le SPM. Le SPM, c'est vraiment quelque chose d'assez bureaucratique, je crois. Quel est le danger ? Vous parlez beaucoup de danger, mais est-ce que le danger, c'est pas justement de pas appliquer le principe de précaution qui est de faire attention au fait qu'il y ait du réchauffement climatique ? Non. Le principe de précaution, c'est pas ça. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Alors là, j'adore. Le principe de précaution, qu'est-ce qu'il dit en substance ? Le principe de précaution, c'est s'il y a quelque chose qui se passe, tant qu'on ne connaît pas la cause, ne rien changer. C'est ça le principe de précaution. Et on le comprend complètement à l'inverse. Le principe de précaution, c'est il se passe quelque chose, il y a un danger. Quelle est la nature de ce danger ? Je ne sais pas. Comment l'identifier ? Bon, tant qu'on ne connaît pas la nature de ce danger, on ne va rien changer pour l'instant, on va faire attention, mais on ne peut pas visiblement faire en sorte de complètement bouleverser un système dont on ne connaît pas les conséquences, à savoir si finalement, la solution ne sera pas pire que le problème. Donc, quelque part, ce qu'il faudrait faire, si la raison devait l'emporter, c'est optimiser notre utilisation des énergies fossiles. Les optimiser. Faire en sorte de faire le mieux possible. Optimiser l'utilisation de l'électricité. Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'énergie, mais je pense quand même entre le nucléaire et l'hydroélectricité, il y a des choses à faire. Donc, à partir de là, si on commence à regarder ça avec un peu de recul, puis en se disant, on va s'adapter, prenons le temps de réfléchir, voir ce qui est possible de faire pour s'adapter, d'insister davantage sur l'adaptation et pas sur les solutions radicales. Il faut remettre la raison au centre de la réflexion. Quel est le danger d'arrêter d'utiliser du pétrole, par exemple ? C'est l'effondrement de notre société. C'est aussi simple que ça.
Si on arrête complètement l'utilisation du pétrole, tout ce qui est autour de vous ici, il n'y en aura plus. Bon, je pense que beaucoup disent qu'il ne faut pas arrêter du jour au lendemain de consommer du pétrole. C'est plutôt de sortir de cette consommation plus ou moins rapidement. Alors, j'adhère. Le fait de protéger un peu nos ressources au niveau du pétrole, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais pas à coup de taxes, pas à coup de ne voyagez plus, manger des insectes et je ne sais quoi encore. Ouais, de culpabilisation. La culpabilisation ne sert à rien. D'ailleurs, les gens en ont assez. Écoutez, il faut voir les choses en face. Si c'est le CO2 qui est véritablement le coupable, on va le dire comme ça, ok ? On va faire cette hypothèse-là. Nous, en Suisse, on va faire la chose suivante. On va être raisonnable. On ne va émettre, en termes de CO2, et je parle de CO2 non seulement émis sur place, mais aussi importé. C'est-à-dire qu'on compte aussi nos importations de CO2, c'est-à-dire sous forme de produits manufacturés, de consommation. On reste sur le quota de 2019 avant la Covid, pour prendre une marge un peu haute. De combien aurons-nous, en tant que Suisse, contribué au réchauffement de la planète en 2100 ? Eh bien, d'après les formules du GIEC, de quelques centièmes à quelques millièmes de degrés. D'accord ? Donc, si on ne change rien, ça va être ça, notre contribution. Alors, vous imaginez si simplement on était raisonnable, c'est-à-dire qu'on se donnait les moyens de dire « Ok, on va économiser un peu, on va moins émettre, on va etc. » Mais de le faire de façon progressive et pas comme les lois qui ont été votées récemment sont en train d'essayer de nous pousser. D'autant plus que les consommations de CO2 en Suisse ou dans les pays européens sont en baisse. Elles sont largement en baisse, les émissions sont en baisse. Au niveau des consommations, on est à peu près stable, mais ça va continuer petit à petit, ça va commencer à baisser, ça va continuer à baisser. Je crois qu'il faut être un petit peu raisonnable. C'est pas compliqué de dire qu'on a le temps, on a les moyens, et surtout de ne pas empêcher nos amis des pays en voie de développement de se développer. Vous savez, quand je fais ce genre de discours, en général, c'est « oui, ok pour les chiffres, mais on doit montrer l'exemple ». Attendez, l'exemple, c'est pas de la science, l'exemple, c'est de la morale. Donc, si vous voulez vous mettre sur le domaine de la morale, de dire il faut qu'on montre un exemple de comportement, etc., ok. Mais n'allez pas me dire que c'est pour le climat, ou que c'est pour une raison scientifique. Vous avez fait le choix d'une démarche morale. Aujourd'hui, on parle beaucoup du CO2, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une instrumentalisation derrière la focalisation des débats autour de ce CO2 ? Je ne sais pas quoi vous répondre. Oui, probablement, il y a une instrumentalisation. Il y a des gens qui ont des projets, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Le CO2, c'est un moyen, et puis c'est un moyen aussi de faire peur. Je vais vous raconter encore une anecdote. Lors de mon dernier cours que j'ai donné, le dernier cours magistral que j'ai donné à l'université, j'ai donc expliqué le cycle du CO2. C'était un cours où je prenais la molécule de CO2, je la suivais, j'essayais de montrer où est-ce qu'elle s'accumulait, où est-ce qu'elle disparaissait, etc., le temps de résidence, enfin tout. À la fin, à ma grande surprise, et je dois dire, ça flatte un ego, les étudiants se sont levés et ont applaudi. Bon, j'étais content, je leur ai dit que c'était pas un one-man show, que c'était pas nécessaire. Et puis ils sont venus en groupe autour de moi, et puis m'ont reposé des questions, mais comment, qu'est-ce que c'est que les anomalies de température, etc. Donc je leur ai expliqué un petit peu tout ça. Et puis je leur ai dit, écoutez, là il est quand même l'heure d'aller manger, on va peut-être y aller. Donc ils sont partis petit à petit, et puis il y a une jeune fille qui est restée. Et cette jeune étudiante éclate en sanglots. Alors vous savez, quand vous êtes prof aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai fait comme faute, qu'est-ce que j'ai fait, c'est horrible. Elle vient vers moi, donc j'ai dit quelque chose qui m'a dit, mais non monsieur, vous ne pouvez pas vous savoir comme tout ce que vous nous avez dit m'a fait du bien. Je croyais que c'était fini, qu'on était fichu, que nous, on ne se verrait pas vieillir. Et je me suis dit, si en université, on en est à ce point-là à désespérer la jeunesse, alors là, oui, il y a de l'instrumentalisation, et oui, il y a des coupables. Qui sont-ils selon vous ?
j'en sais rien, dire des choses comme ça. J'en sais rien, certains partis politiques, ça c'est clair, il y a des intérêts. S'il y a des intérêts pétroliers, il y a aussi des intérêts autres. Faut pas se leurrer, on parlait tout à l'heure de capitalisme vert. Voilà, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'en plus, encore une fois, je leur ai montré le rapport du GIEC, je leur ai montré ce qui était dedans. J'aurais dit, il n'y a pas de quoi paniquer, vraiment pas. D'ailleurs, effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup d'éco-anxiété. Enfin, c'est devenu un terme maintenant pour catégoriser cette crainte sur l'avenir en lien à l'effondrement climatique, etc. Enfin, ce qu'on appelle l'effondrement. Ouais, je sais bien. Mais on parle aussi de dérèglement climatique. Alors, ça m'a toujours amusé. C'est quoi un climat réglé? Alors, c'est 1,5 degré de plus ou de moins qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est plus de précipitations, moins de précipitations. C'est quoi le taux maximum d'aléas climatiques? Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Et puis il y a peu de gens qui savent que le 1,5 degré, qui est avec le pas dépassé de degrés, qui a été donc décidé à la COP de Paris, en fait, ce sont des données parfaitement arbitraires, dont il n'y a pas de science derrière. Il y a un vague rapport allemand, il n'y a pas de science derrière. C'est-à-dire qu'ils ont choisi quoi, un seuil? Ça a été un seuil arbitraire complètement. Il n'y a pas de conséquences qui ont été mesurées. Et qui seraient mesurables d'ailleurs. Parce que ça devient très compliqué. Il y a quand même ces scénarios du GIEC avec différents types de conséquences selon finalement les réchauffements qu'il peut y avoir. Alors on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le problème des scénarios. Moi je crois qu'au niveau des scénarios, il faut être extrêmement prudent. Faut être extrêmement prudent. Si vous prenez les modèles, donc alors là, les modèles climatiques, c'est pas compliqué. Il y a un travail qui a été fait par un physicien qui s'appelle Scafetta, qui a une grosse tête, un type incroyable, qui a montré que sur l'ensemble du CMIP6, il a repris tous les modèles du CMIP6, donc ceux qui ont servi pour le rapport du GIEC, le dernier, pour la R6. Il a montré que fondamentalement, ceux qui se rapprochaient le plus, donc dans le tuning, dans le développement du modèle, des données réelles, c'était ceux qui avaient en fait le chauffage le plus bas. Donc, et c'était malheureusement pratiquement les ultra-minoritaires. Donc, ce qui a fait dire d'ailleurs aux modélisateurs, et là, il faut leur rendre hommage, c'est qu'ils ont dit dans des revues comme Nature que les modèles actuellement chauffent trop. Ils chauffent trop par rapport aux données qui sont les données mesurées. Et là aussi, on peut se demander s'il n'y a peut-être pas instrumentalisation de certains articles. Vous citiez par exemple dans une autre conférence que j'ai entendue de vous un article de Nature qui manipule un peu la présentation d'un graphique. Donc ça existe aussi dans des grandes revues, ce genre d'intérêt qui se... Alors oui, malheureusement, faut être honnête, aujourd'hui la presse scientifique est devenue une presse à scandale. Hein. C'est un peu ça. Hein. Plus vous faites une inflation dans le domaine de l'horreur, plus vous avez de chances d'être publié. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. C'est celle d'un remarquable chercheur qui s'appelle Patrick Brown. Patrick Brown est un chercheur californien et il a réussi à publier, c'était je crois le 30 août 2013, un article qui, en gros, disait que les incendies de forêt en Californie avaient augmenté et que c'était lié au réchauffement. Le 5 septembre, il publie sur un blog « J'ai tordu, en quelque sorte, la façon dont j'ai rédigé mon article pour pouvoir être publié dans Nature. » Et là, il explique comment il a fait. Homme courageux, je lui ai écrit et il ne m'a pas répondu. Donc il a dû recevoir, je pense, des tas de trucs, etc. Mais dans le blog, il avait quand même mis une petite note comme quoi il avait reçu plus de personnes qui l'ont félicité et qui l'ont remercié que de gens qui l'ont traité de traître ou de je ne sais quoi.
Et il explique comment vous pouvez manipuler les données par des métriques. Des métriques, si vous voulez, c'est des paramètres particuliers que vous prenez pour faire une mesure. Donc, il explique tout. C'est magnifique, cet article. Et donc, il a finalement complètement déplombé la presse scientifique, on va dire, climato-catastrophiste, en montrant qu'il y a quand même un problème quelque part qui est celui de l'honnêteté intellectuelle. Et ça pose aussi la question du fonctionnement de la science, avec les publications pour être reconnu, pour devenir titulaire d'un poste à l'université, etc., quoi. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le GIEC qui, en fait, guide carrément des carrières ou des thématiques scientifiques, tout à fait. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la science devrait être, en tout cas la science du climat, ou les sciences dans lesquelles vous êtes voilà, actif, devraient être rénovées, remodelées C'est une question difficile, là je ne suis pas préparé. Si je veux faire une réponse courte, oui. Oui, ça c'est clair. La première chose, c'est qu'il faut complètement dépolitiser. Ça c'est clair. Dépolitiser la science, ça devient crucial. Deuxième chose aussi qui me semble cruciale, c'est d'accepter qu'on ne puisse ne pas être d'accord. La science ne fonctionne pas avec une doxa. Ce n'est pas une religion. Donc, si, je ne sais pas si des gens au FNS, donc au Fonds national suisse de la recherche scientifique, m'écouteront, mais pourquoi ne pas financer des recherches qui justement contredisent ce que le GIEC raconte? Il ne s'agit pas de tuer le GIEC, il s'agit de simplement tester. Regarder si effectivement ce qui est dit est raisonnable ou ne l'est pas, ou dans quelle mesure c'est vrai et de combien. De faire en sorte un petit peu de faire une audite, ou un audit, je ne sais pas si on dit l'un ou l'autre, de faire un audit d'un petit peu de la science. Et aujourd'hui, il manque ce recul. On vient de publier avec un groupe de chercheurs un très bel article sur les crédits carbone en agriculture. Franchement, toute l'introduction de cet article, l'article est excellent, mais toute l'introduction de l'article, moi, j'étais pas d'accord. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit ce qu'il faut dire. Ah mon Dieu, oui, il va falloir essayer de stocker du carbone, machin, bidule, etc. Le réchauffement climatique, on est devant un grand défi. Oui, si vous mettez pas ça, on va dire, mais attendez, c'est quoi l'enjeu et pourquoi? Et vous voyez, on est rentré un petit peu comme dans une période médiévale où il fallait finir par à la grâce de Dieu. Et ça va pas. La science, elle doit être déconnectée de tout ça. Alors maintenant, on peut ne pas être d'accord. Moi, je le dis, j'ai pas la science infuse. Je crois que je l'ai dit déjà au début. J'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, mais mes collègues aussi peuvent se tromper. Et le mieux, c'est de discuter et de voir, tiens, c'est marrant ça, si tu prends les données de température de Neuchâtel, les températures maximales, et que tu prends l'insolation sur Neuchâtel, les deux sont très fortement corrélés. Et là, c'est le soleil, il ne marche pas à coup de CO2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les nuages jouent un rôle? Et s'ils jouent un rôle, le fait qu'on ait eu moins, tel que ça a été détecté par le satellite CERES, est-ce qu'il se passe quelque chose? Quelle est la variabilité naturelle? Quel est le rôle de la variabilité naturelle? Le GIEC, actuellement, évacue la variabilité naturelle. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, le cycle du carbone. Sur le cycle du carbone, on a, au niveau naturel, en gros, océan et continent, 210 gigatonnes qui sont émises. L'espèce humaine, elle émet en gros 11 gigatonnes, plus ou moins 0,4, plus ou moins 0,5. Mais au niveau naturel, c'est 210 gigatonnes. Plus ou moins combien? 210 gigatonnes, plus ou moins 5 gigatonnes, plus ou moins 50 gigatonnes, plus ou moins 100 gigatonnes. Ça change tout. Ces incertitudes ne sont pas traitées. Parce que le cycle du carbone naturel est d'une complexité à mesurer, à suivre en termes de flux, en termes de quantité, qui est un truc à se taper la tête contre les murs. Donc on simplifie. Et donc on passe peut-être à partir de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et on en revient toujours à cette question de dire que c'est peut-être pas le facteur humain, ou c'est certainement pas le facteur humain qui est responsable de ce réchauffement. Voilà. Et donc finalement, est-ce que parmi les théories qui existent sur ces facteurs,
quels sont les plus crédibles selon vous pour expliquer ce réchauffement? Alors là, c'est compliqué parce que... alors, je dirais de façon parfaitement raisonnable. Ce que je vais dire peut être complètement sujet à caution. Il y a un astre qui dirige complètement ce qu'est l'énergie sur cette planète, c'est le Soleil. Est-ce que le Soleil serait susceptible d'être un astre parfaitement plat, sans aucune variabilité? Réponse courte, non. Il a des cycles. Vous savez peut-être qu'actuellement, nous sommes dans le cycle 25 des taches solaires. On avait prévu un cycle relativement tranquille. C'est l'inverse. On est arrivé au nombre de taches solaires au mois de juillet, qui est le plus fort depuis 24 ans. Depuis 24 ans. Donc ce cycle va probablement être important. On n'avait pas du tout prévu ça. Donc pour moi, le Soleil doit jouer un rôle. C'est le rôle premier. Par exemple, sur la température des océans. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de réchauffement du Gulf Stream, ou en tout cas de chamboulement de son fonctionnement. Voilà, donc c'est pas l'atmosphère qui joue là. Faut arrêter de dire des bêtises. Comme j'avais dit dans ma conférence, quand vous mettez le doigt dans votre baignoire et que vous trouvez que c'est un peu froid, vous n'allez pas monter le chauffage de la pièce pour que l'atmosphère de la pièce réchauffe la baignoire. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est l'océan qui exerce en fait sa capacité à donner de l'énergie à l'atmosphère et pas l'inverse. Et donc oui, si l'océan accumule de l'énergie, c'est parce qu'il reçoit des ondes courtes, c'est-à-dire essentiellement les ondes qui sont liées au réchauffement solaire. Donc le Soleil, selon vous, voilà. Donc le Soleil joue un rôle très important. Ensuite, les poussières. Les poussières, ça peut jouer un rôle. Et je mettrai avec les poussières quelque chose qui est fondamental en termes de ce qu'on appelle l'albédo, qui est la façon dont on réfléchit en fait la lumière du Soleil vers l'espace. C'est bien sûr les nuages. La nébulosité, les nuages ont un rôle absolument crucial. Et aujourd'hui, on sait que, grâce au satellite CERES, que la nébulosité planétaire a diminué. Ce qui permet donc aux rayons du Soleil d'arriver directement, et donc ce qui peut poser problème. Voilà, je dirais ça. Et puis ensuite, l'activité humaine qui peut contribuer, peut-être pour partie un peu pour le CO2, qui peut contribuer par la déforestation, qui peut contribuer par l'urbanisation, en particulier ce qu'on appelle les surfaces, donc qui sont les surfaces qui sont colmatées, quoi. Donc tout ça peut jouer aussi. Maintenant, mesurer tout ça, faire c'est compliqué. C'est pour ça que les gens ils aiment bien les modèles, parce que finalement, allez, je te mets des données là-dedans, et puis hop, je te fais un truc, une moulinette, et puis les modèles, c'est bien, c'est même nécessaire, c'est indispensable. Mais ce sont des outils qui nous permettent de réfléchir. Ce ne sont pas des outils de prédiction, ce ne sont pas des outils de prévision. Et le GIEC le dit. Le GIEC dit nous ne pouvons pas prévoir les états climatiques futurs dans un système chaotique massivement couplé. Vous avez parlé du fait qu'il fallait avoir plus de voix d'opposition dans le milieu scientifique. Mais si on regarde maintenant au niveau médiatique, sur les réseaux sociaux, etc., on a une certaine omniprésence des discours climato-sceptiques. Du coup, est-ce que ça contrebalance pas le fait qu'il n'y ait pas de... Ouais, alors ça c'est un énorme problème, c'est les réseaux sociaux. Les discours climato-sceptiques, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très au courant, et d'ailleurs des scientifiques qui s'expriment. Et puis vous avez un peu de tout, quoi. Ça part en vrille totalement. Le problème des réseaux sociaux, vous le savez comme moi, c'est qu'on y trouve de tout. Donc pour aller faire le tri, c'est pas simple. Je dirais que les contre-pouvoirs, ils doivent d'abord être institutionnels. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que Jim Skey, en tant que maintenant président du GIEC, s'occupe vraiment des problèmes de conflit d'intérêts et donne un petit peu plus la parole aux pays qui sont les pays en voie de développement ou les pays qui sont en train de se développer à très forte vitesse, comme les BRICS. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut aussi, et je répète, d'un point de vue institutionnel, il faut que les universités permettent qu'il y ait des programmes de recherche qui puissent aller à l'encontre de la doxa. Aujourd'hui, on n'en prend pas tellement le chemin.
D'autant plus que, vous le savez comme moi, une radio comme Radio France a carrément dit qu'il n'inviterait plus de climato-sceptiques. Alors d'abord, lesquels? Lesquels? Qu'est-ce que ça veut dire, climato-sceptique? Et c'est quoi du journalisme qui évacue des voix qui sont dissonantes? On a un vrai problème. On a un vrai problème qui est celui de la transmission de l'information et d'une information qui puisse être multilatérale. Et ça va manquer dans les débats à venir. Ça va manquer dans les débats à venir. Ça fait un peu partie de l'hystérisation générale des positions, des vues qu'on constate dans nos sociétés, en fait. Je vais vous donner un exemple. La RTS a publié sur un site qui s'appelle Le Climat en question tout un tas de choses. Bon. Je ne vais pas venir dans le détail de tout parce qu'il y a des tas de choses qui sont ou incomplètes ou inexactes. Mais il y a une chose qui m'a fait bondir. Ils mettent le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère est de 5 ans d'après les sites de désinformation. Et puis après, ils expliquent que c'est 100 ans. Et derrière, la personne qui cautionne est une universitaire. C'est un problème, parce que le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, c'est même pas 5 ans, c'est 4 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. C'est le GIEC qui l'écrit. Donc, lisez, regardez, informez-vous. Et si vous avez un problème de ce type-là, ou vous avez des doutes, allez voir des personnes qui peut-être vous expliquer pourquoi c'est effectivement plutôt de l'ordre de l'unité, dans les unités de 2 à 10 ans, plutôt que les centaines d'années. Donc, on voit toujours les mêmes experts. Alors, je dois dire qu'on est un certain nombre de collègues, c'est un peu, il faut faire un mea culpa. Je ne suis pas un fan des médias. Je l'ai jamais été. Je suis un peu, vous savez, cette espèce de savant cosinus dans sa tour d'ivoire, parce que j'avais du travail et parce que je voulais le faire bien. Et donc, c'est un peu aussi notre faute. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre à avoir du mal à aller vers les médias. J'ai pas de compte Twitter ou X à mon nom. J'ai une page Facebook parce que ça me permet de mettre des choses pour la famille et parfois je me laisse aller sur le climat. Mais je vais pas vers la société et c'est probablement une faute. C'est probablement une faute. Mais il faut que les journalistes aussi prennent le temps de s'informer, à voir s'il y a d'autres discours derrière celui de la doxa. Alors, il y a quelques autres sujets que je souhaitais aborder avec vous encore concernant des choses qu'on entend quand on parle de climat et de réchauffement climatique. Le premier, c'est l'optimum médiéval, qui effectivement était une période où les températures étaient plus élevées. Alors, concrètement, c'est quoi cet optimum médiéval? Alors, l'optimum climatique médiéval, ou OCM, c'est un optimum climatique en ce sens où, à peu près de l'an 900 jusqu'à l'an 1300-1400, pendant toute cette période-là, les températures étaient un peu plus élevées. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que pour les îles britanniques, les températures étaient, parce qu'il y a un record, c'est terrible anglais, il y a un enregistrement, si vous voulez, à partir des données qui sont des données historiques, etc. Ils étaient à peu près entre 1,2 et 1,4 de température supérieure à aujourd'hui. C'est une période où la vigne va pousser jusqu'au sud du Danemark. C'est la période où les températures au sud et à l'est du Groenland sont de 2 à 4 degrés supérieures, ce qui va permettre l'installation des Vikings, la terre verte, Groenland. C'est la période aussi où le glacier Utéolul du côté du Cervin avait disparu et permettait finalement les échanges avec l'Italie. Donc vous voyez, c'était une période qui était, bon an mal an, on pense qu'elle était autour de 1,2 degrés. C'était, je dirais, la norme supérieure aux températures d'aujourd'hui. Et ça, évidemment, il n'y avait pas de pétrole qui était brûlé à l'époque. Et ça, c'est une période qui, soudainement, ça s'est augmenté, les températures, ou ça a pris vraiment beaucoup de temps pour arriver à cet optimum? Alors, non, ça a été relativement rapide. Il faut bien comprendre que ces périodes, d'un point de vue historique, de même, en fait, la chute après vers les premiers minimums, les minima, le minima de Mauder et puis
les autres, enfin, il y a 2 grands minima qui ont fait que le petit âge glaciaire s'est déclenché, ça peut être relativement rapide. Je vais vous donner un exemple de rapidité. Ce n'est pas sur l'optimum médiéval, on va prendre l'inverse. Avec une étudiante, on a fait un travail de fourmi. Il y a un énorme bouquin qui s'appelait « Le journal d'un bourgeois sous la Révolution », publié aux éditions France Empire par un monsieur qui s'appelait Aubert. En fait, ce monsieur avait trouvé les carnets d'un bourgeois de Paris et il les a tous retranscrits pour faire cet énorme bouquin. Chaque jour de 1991 à 1997, ce brave monsieur... 1791. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ? 1900. De 1790 à 1797, il a pris sur le même thermomètre sa température chaque matin à la même heure. Vous imaginez la banque que ça peut être. C'est extraordinaire. Donc on a pris chaque page et on a mis la température mesurée par ce brave monsieur. Alors bien sûr, probablement c'est entaché de quelques erreurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 6 ans, 5 ans et demi, la moyenne, si vous prenez la tendance, eh bien Paris avait perdu, en gros, si mes souvenirs sont bons, ça va être de l'ordre de 0,36 degrés, pas par décennie, par an. C'est-à-dire que sur 10 ans, il perdait 3,6 degrés. Vous imaginez la presse, là ? On rentre dans une ère glaciaire. D'ailleurs, ils sont rentrés dans une ère très dure. Vous connaissez, de toute façon, les campagnes de Russie, etc., qui ont été... Donc, c'est vous dire qu'il y a des phénomènes très rapides et qui sont extrêmement difficiles à expliquer. Est-ce que ce sont les spasmes des océans, ce qu'on appelle la MOC, ce qu'on appelle aussi le ENSO, c'est-à-dire El Niño. Il y a des tas de phénomènes sur cette planète qui rentrent en résonance et qui font qu'il peut y avoir des phénomènes soudains. Comme les phénomènes, par exemple, d'Angard-Schler. Il y a tout un tas de processus naturels qui obéissent à des spasmes parfois extrêmement rapides. Dont les glaciers. Alors ça, vous avez parlé que le glacier du Cervin n'existait pas au Moyen-Âge. Alors on entend souvent que la fonte des glaciers est exceptionnelle aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors il y a toujours cet exemple effectivement qui sort du célèbre cadavre alpin Ötzi, qui, comme il a été enseveli pendant 5000 ans, le fait qu'on le retrouve, ça signifie qu'il y a une fonte exceptionnelle. Oui, mais ça signifie aussi que les glaciers étaient beaucoup plus reculés à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve même au nord de la Norvège, etc., on retrouve des troncs entiers qui apparaissent aujourd'hui, ce qui veut dire que les glaciers, je suis désolé, mais ça va, ça vient. Pendant le petit âge glaciaire, si vous vous souvenez bien, il y a même des villages qui avaient été repoussés par les glaciers. Et comme d'habitude, on a pris des victimes, à savoir les femmes, et on les a traitées de sorcières et on les a brûlées parce que les glaciers avançaient. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va brûler les climato-sceptiques parce que les glaciers reculent. Je crois qu'il faut être un petit peu tempéré. Je pense que vous avez peut-être regardé les précipitations d'altitude cette année, elles sont exceptionnelles. Donc je pense que nos glaciers vont peut-être un petit peu retrouver un petit peu de jeunesse, mais ça prend du temps. Il faut que il faut que la neige se transforme en névé et que le névé se transforme en glace. Ça va prendre un peu de temps. Mais il faut pas. C'est tout le problème aujourd'hui. Les gens veulent parler de climat en regardant des durées qui sont sur la saison, sur quelques années. Le climat, d'après l'OMM, se définit sur une période de 30 ans. 30 ans. Si vous voulez savoir pour les glaciers, par exemple, aux États-Unis, les glaciers ont reculé beaucoup plus vite, à un rythme beaucoup plus rapide entre 1880 et 1950 que les 70 dernières années, c'est-à-dire 1950-2020. Donc, il y a des spasmes, il y a des choses, et c'est très difficile d'avoir une attribution tout de suite en termes de changement climatique, d'autant plus en changement climatique d'origine humaine, c'est-à-dire lié au CO2 qui vient de la combustion des énergies fossiles. Et par rapport à ça, est-ce que faire des prévisions à plus ou moins long terme concernant l'évolution du climat, etc., on entend souvent ce genre de prévisions aujourd'hui aussi, est-ce que ça c'est pertinent ? Non. Non. C'est absolument pas pertinent. On ne peut pas savoir. Je crois qu'il faut être humble, encore une fois. On ne peut pas savoir. Le GIEC le dit.
il est impossible de prévoir les états climatiques futurs sur un système chaotique massivement couplé. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'étudier de plus en plus, de voir quels sont les différents paramètres qui peuvent jouer, se servir des modèles en jouant sur quelque chose, en jouant sur autre chose, essayer de faire des modèles locaux, parce qu'on vit au niveau local. Donc, parce que de faire la température moyenne, quel sens ça a de faire une température moyenne entre un peu moins de moins 60 degrés en Antarctique et puis plus 60 degrés dans le désert du Lut en Iran. Non, on vit entre des températures maximales et minimales au cours de l'année et au cours de la journée. Les températures moyennes planétaires, moi je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, ça a été très largement contesté par un certain nombre de physiciens, cette notion de moyenne planétaire. C'est-à-dire qu'il y a différents climats de par le monde et que Bien faire sûr. une moyenne, ce n'est pas pertinent parce que ces climats sont différents. Ils sont différents, ils évoluent différemment. Et par conséquent, de faire une moyenne comme ça, c'est qu'on fait des moyennes, un peu de carottes et de patates et d'un peu de tout. Et c'est pas très pertinent. Est-ce qu'on parle des ours blancs et de la banquise, Oh non, rapidement ? please. Vous savez comme moi que les ours blancs sont en pleine expansion en ce moment. J'aime beaucoup, il y avait quelqu'un qui avait dit, au moment où Al Gore a fait son film, là, Une vérité qui dérange, il y avait encore 5000 ours blancs. Maintenant, il n'en reste plus que 33 000. Donc c'est une population qui augmente. Qui augmente, oui. Et ça, c'est dû à quoi ? Alors, c'est dû à plusieurs facteurs, c'est assez compliqué. Il y a une dame qui est spécialiste de ça, qui s'appelle Suzanne Crockford. Elle a travaillé sur ces problèmes-là. En gros, elle n'a pas d'explication stricte, mais ce qui est clair, c'est que la banquise se reconstitue, il y a tout un tas de choses qui se passent, c'est pas aussi tragique que ce qu'on en raconte, mais surtout, c'est le nom de l'ours. C'est Ursus maritimus. Ursus maritimus, ça veut dire l'ours marin. Donc, si, admettons, on a un léger réchauffement et qu'on a une meilleure production d'algues, s'il y a plus d'algues, il y a plus de poissons. S'il y a plus de poissons, il y a peut-être plus de phoques. S'il y a plus de phoques, les ours sont mieux nourris et les mamans peuvent avoir des portées plus importantes. C'est-à-dire que c'est peut-être une chaîne trophique qui est en train de profiter, en quelque sorte, de ce réchauffement. Mais surtout, il ne faut pas le dire. Mais donc ça signifie quand même que la banquise fond. Alors on le voit d'ailleurs dans les questions géopolitiques, que la Russie commence à pouvoir faire passer des bateaux sur la route du Nord-Est en Arctique. Donc les banquises se fondent, se transforment en tout cas. Alors oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à 2007, il y a eu un recul assez conséquent de la banquise. Et depuis 2007, et malgré tout le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, la banquise ne bouge plus beaucoup. Là, d'ailleurs, cette année, elle a déjà commencé, là, on est pourtant pas tout à fait mi-août, à se reconstituer. Donc on est dans une phase plutôt de stabilisation actuellement. Et puis, l'une des raisons possibles du recul de la banquise arctique, je parle d'Arctique, l'Antarctique ça va plutôt bien, mais du côté de l'Arctique, c'est ce qu'on appelle l'atlantisation des mers arctiques, c'est-à-dire qu'en gros, il est possible que des flux plus chauds remontent assez loin maintenant vers les cuvettes arctiques et donc réchauffent par la base en fait, réchauffent la calotte glaciaire, banquise quoi. Ouais. Et donc du coup font fondre un petit peu la banquise. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que fondamentalement l'atmosphère, le réchauffement de l'atmosphère ne peut pas jouer un rôle aussi important, il fait trop froid. Donc c'est pas... Bon, je dis peut-être des bêtises, les gens me corrigeront, j'ai pas la science infuse, et je veux choquer personne, mais le devenir des calottes polaires, c'est quand même à terme, peut-être en partie de disparaître, tout simplement. Parce que nous sommes dans un interglaciaire. Donc un interglaciaire signifie que les glaciers reculent et que les banquises reculent aussi. C'est ça un interglaciaire. Donc maintenant, si on rentre de nouveau dans une ère glaciaire, tout ça va se reconstruire. C'est pour ça que les géologues, ils ont une vision un petit peu plus, je dirais un petit peu plus sereine. Et puis, l'argument qui consiste à dire « oui, mais c'est rapide ». Oui, mais dans les calottes, lorsqu'on fait les sondages, on n'a pas la résolution
à des années où on a une donnée, donc on ne sait pas non plus comment ça s'est passé dans le passé. On ne sait pas si ça a été très rapide. D'ailleurs, il y a certains épisodes qu'on a pu mettre en valeur et qui démontrent qu'effectivement, oui, des fois, il y a eu des phénomènes relativement rapides. Mais comme le Dryas récent, par exemple. Par exemple. Donc, il y a des phénomènes particuliers qui existent. Et donc, il faut là se dire que peut-être nous, dans cette période interglaciaire, on est en train d'avoir un rebond après le petit âge glaciaire. On reprend un petit peu de frais, un petit peu de température, peut-être du côté des températures globales. C'est peut-être en fait un phénomène qui est déjà en partie naturel. Maintenant, quel est le rôle du soleil, quel est le rôle des nuages, le cycle de l'eau? Il faut beaucoup s'intéresser au cycle de l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté. Le cycle de l'eau est absolument crucial. Je voudrais répéter quand même aux gens qui l'ignorent encore que l'eau est le premier gaz à effet de serre. C'est le plus important. En gros, on a mis notre calotte à l'envers. En quelque sorte, peut-être, oui. Elle est bonne, celle-là. On a mis notre calotte à l'envers. Mais voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je verrai les choses. Éric Verreca, nous arrivons au terme de notre entretien. Alors, on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, c'est quelque chose à ajouter. J'aurais un message plutôt adressé à la jeunesse. Bon Dieu, profitez de la vie. Profitez de la vie, n'allez pas vous coller sur les routes, n'allez pas mettre de la peinture sur... Profitez de la vie, prenez l'avion, découvrez le monde. Je sais pas, tombez amoureux de quelqu'un qui est complètement de l'autre côté du monde. Moi, je suis tombé amoureux d'une Canadienne. Il faut que les cultures se mélangent, il faut que les gens se connaissent. Profitez de la vie, elle est courte. Et puis, quelque part aussi, peut-être moins pour les jeunes, j'aimerais qu'on remette quelque part la raison au centre de tout ça, et avec la raison, le raisonnable. Et qu'on ne parte pas dans des délires complètement fous qui risquent de tuer tous les progrès que nous avons faits jusqu'à maintenant, pour en fait, probablement, peut-être un problème qui a mal été posé. Je voudrais quand même rappeler aux gens que l'espèce humaine n'a jamais eu une espérance de vie aussi élevée de toute son histoire. Nous n'avons jamais fait reculer autant la faim dans le monde. Et actuellement, on fait chuter le nombre d'enfants par femme. Il y a des améliorations dans bien des domaines. Nous n'avons jamais produit autant de denrées alimentaires. Tous les gens, souvenez-vous, qui nous prédisaient qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait une surpopulation, il ne s'est rien passé, au contraire. Restez optimistes et soyez heureux. Éric Verreca, merci pour cet entretien. Je vous en prie, c'était un plaisir, merci de m'avoir invité.